Quand on voyage beaucoup, il convient de prendre certaines précautions. Vous voyez ce que je veux dire? Samsonite. Achetez maintenant votre Samsonite et économisez 1000 francs sur un prochain séjour Jet Tour. Kouros, l'esprit de conquête d'Yves Saint-Laurent. Vous croyez que c'est simple? Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous croyez que c'est simple de trouver un appartement bien situé? Mais oui. En immobilier, quand on cherche, on y trouve. Hector, nous avons maintenant une table à induction sautère. Mes pouvoirs sont immenses. Vous avez vu l'œuf, moitié cuit, moitié cru. Mais la table reste froide. Et votre lait, avec l'induction sautère, il obéit au doigt et à l'œil. Très précis. Mais les vrais pouvoirs de l'induction sautère, Hector, c'est l'absolue maîtrise de la cuisson. Voici un poisson, chat. Je plaisante, un brochet au beurre blanc. J'adore son humour. Sautère, nous cuisinons si bien ensemble. Pierre Clarence dédie ce moment de réflexion matinale à tous ceux qui savent que ce n'est pas l'habit qui fait la chemise, mais la chemise qui fait l'habit. Pierre Clarence. Non, n'accélérez pas tout de suite. Écoutez le souffle du moteur. Aucune crispation, ni dans vos poignets, ni dans vos doigts. Signe de confiance. Gauche, droite, tout droit. Fermez la vitre. Retour au silence intérieur. Vous souriez. Maintenant, vous pouvez accélérer. Safran, laissez le plaisir conduire. Problème de frein? Avec la garantie Clarté, Feu Vert change vos plaquettes en moins d'1 heure. Chez Feu Vert, tout est clair. Papa, je veux descendre. Léo, je t'ai déjà dit que tu n'étais pas mûr. Je veux aller chez Pulco avec les grands. Léo, si tu continues, tu finiras en rondelle sur le coin d'un verre. Oh non, pas en rondelle. Pulco, citron. Pulco, la vraie nature du citron. À tous ceux qui aiment la vie, bienvenue à Montpellier. Moulinex a inventé Open Grill, un maxi barbecue avec paroi froide latérale pour que les papas ne se brûlent plus les doigts. Moulinex, L'essence de l'essentiel. L'Eurofoot 92 sur Antenne 2, FR3, en direct de Stockholm. Un derby européen redoutable, Suède-Danemark. Les Vikings suédois jouent leur avenir sur leur terrain face à une équipe du Danemark très solide. Avec Radiola et Eurocard Mastercard. Suède-Danemark, dimanche 14 juin à 20h15 sur FR3. Antenne 2, FR3, le plus grand terrain de sport. Bonsoir, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas cédé à l'ultimatum du RPR. Le communiqué du RPR parlait pourtant hier soir d'une mise en demeure. Et comme on pouvait s'y attendre, l'ancien président de la République s'est bien rendu à Sélestat, en Alsace, pour un meeting avec Elisabeth Guigou, meeting d'explication organisé par le mouvement européen. Le reportage de Michel Lemaire. La présence côte à côte d'Elisabeth Guigou et de Valéry Giscard d'Estaing à cette table ronde de Sélestat n'est pas, bien sûr, passé ce soir inaperçu. Mais ceux qui en attendaient polémique et confrontation en ont été pour leur frais. À peine assis, Valéry Giscard d'Estaing mettait les choses au point. Mais halte là, je vous arrête tout de suite. Moi, je suis pas venu pour parler de la politique politicienne. Je vais vous parler du traité de Maastricht. Alors, si vous voulez m'entraîner en dehors, il faut sortir de cette salle, aller ailleurs et on en parlera autrement. Elisabeth Guigou expliquait, elle aussi, sa présence par une profession de foi européenne. J'espère que ces débats, nous arriverons à les débarrasser des scories de la politique politicienne. Pourquoi? Parce que l'Europe est un enjeu suffisamment important. C'est une cause nationale
Dès lors, la table ronde tournait à l'explication de texte sur Maastricht face à une salle convaincue qui réclamait plutôt davantage d'Europe que l'inverse. Et l'on était même à l'unisson sur l'appréciation du droit de vote des ressortissants de la communauté, de quoi provoquer quelques nouvelles démangeaisons du côté du RPR, et ce n'est pas fini, car le mouvement européen a bien l'intention de poursuivre ce style de manifestation. Valéry Giscard d'Estaing a voulu prendre de la hauteur, il dédramatise sur le thème « Tout cela n'est que péripétie et il ne faut pas abaisser le débat politique ». Valéry Giscard d'Estaing qui était l'invité ce soir en direct et en exclusivité du 19-20. Pour l'ancien président, il y a un temps pour Maastricht et un temps pour la campagne électorale du référendum. Qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat champion des Jeux Olympiques? C'est peut-être le délicieux chocolat au lait, le plaisir partagé, les couleurs, ou tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. M&M's, partenaire officiel. Croque-moi. Tu peux si tu veux. Avec Candérel, on peut succomber à toutes les tentations. Le plus dur maintenant, c'est de choisir. Candérel, soyez gourmand de liberté. M&M's, le chocolat champion, vous présente M&M's amandes et M&M's noisettes. Deux nouvelles variétés de M&M's. M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Bonsoir, nous n'en avons pas terminé avec les orages. Demain, toutes les conditions seront réunies pour que ces orages continuent à éclater. Une perturbation va passer sur le sud-est du pays. Et à l'arrière, c'est un champ de pression relativement mou avec de l'air chaud et instable qui remonte d'Espagne et de l'air un petit peu plus frais qui arrive de l'Atlantique, d'où contraste thermique et donc orage. Alors, demain après-midi, la perturbation pluvio-orageuse s'étendra sur le quart sud-est. Les orages seront nombreux et ils pourront donner des quantités de pluie assez importantes. Du nord au nord-est jusqu'au Massif central et au Languedoc-Roussillon, ciel très nuageux, rares éclaircies et des averses parfois orageuses. Sur l'ouest, éclaircies et gros nuages, belles éclaircies sur la Bretagne. Et puis le temps se gâtera à nouveau sur le sud-ouest et des orages éclateront en fin de journée. Sur le midi, la tramontane se lèvera, elle soufflera jusqu'à 70 km à l'heure par rafale. Cette nuit et demain matin, les températures seront assez fraîches sur la moitié ouest. Il fera entre 6 et 11 degrés sur la moitié est, ça ira un petit peu mieux avec 11 à 15 degrés. Dans l'après-midi, fraîcheur également, les températures seront inférieures de 3 degrés par rapport aux normales saisonnières. Température la plus haute, 22 degrés à Strasbourg, Bastia et Ajaccio. Demain, le temps restera anticyclonique et même estival sur la Scandinavie, puis partout ailleurs, le temps sera assez perturbé. Il y aura donc du soleil à Stockholm avec 22 degrés, également soleil à Athènes et Sofia, nuages à Varsovie, Moscou, Lisbonne, Rome et Tunis, averses à Vienne et Londres, orage à Bruxelles et Madrid et il pleuvra à Dublin ainsi qu'à Genève. Demain, nous fêterons la Saint-Landry. Très bonne fin de soirée sur FR3. Darty, le contrat de confiance. Triste point final à la série noire que connaît Philippe Poupon depuis la mise à l'eau de son Fleury-Michon 11. Après des problèmes de safran, de flotteurs, de mâts, d'étraves, c'est cette fois la dérive du trimaran high-tech qui a cassé net hier soir sans raison apparente. Le tenant du titre de la Transat anglaise fait route ce soir vers La Rochelle, définitivement hors course par chaos technique. Bah oui, en deux mots, je suis très déçu parce qu'on a plutôt un moral d'acier pour résister à ce genre de choses, mais bon, ça serait bien que ça s'arrête, quoi. L'Europe Star continue son l'un de ses principaux favoris avec en tête Paul Vatine qui a profité de la nuit pour passer devant le Hambourg-Nyon. Chez les classes 2, c'est François Carpente sur Jet Sea qui, pour son retour sur les mers, mène brillamment la danse devant Pascal Hérol et Hervé Cléris.
Côté monocoque, c'est toujours la régate entre le groupe LG de Bertrand de Broc et le Cacolac de Parlier, avec toujours le surprenant 50 pieds de l'Italien Soldini, qui continue à jouer dans le groupe des grands à la 4e place. Enfin, et ça va devenir une spécialité des courses britanniques, ils sont maintenant 4 solitaires à recueillir et élever des pigeons voyageurs à leur bord. J'ai bien allumé, hein, dans 25-30 nœuds, je marchais à 12-13 nœuds, sans trop prendre de risques, mais en restant vigilant. C'est des conditions que le bateau aime bien. À mon avis, sans être pessimiste, ça devrait quand même talonner fort derrière. Je vois mal quand même tenir la tête de la course pendant 12 jours. À noter que moi aussi, j'ai mon pigeon. Ben là, j'ai été surpris, je crois que Bertrand aussi, hein, par la capacité de porter de la toile des bateaux dans ce vent-là. Oui, ça passe bien dans la mer, c'est sympa. Par contre, ça tape plus rarement, mais quand ça tape plus fort. Regarde, je crois que vraiment c'est un bateau super, très très humain. On s'amuse bien tout le temps, et ça coûte pas cher. Plein de choses qui sont trop beaux. J'espère vraiment qu'il y aura bientôt beaucoup de bateaux. L'ambiance s'échauffe avec des vents du sud qui vont se renforcer tout au long de la nuit jusqu'à 30 à 35 nœuds à partir de demain matin. Conséquence, une mer relativement difficile les prochaines 24 heures pour les multicoques. Ça balance pas mal, en attendant que ça bascule au nord-ouest demain en fin de journée, de quoi favoriser encore les nordistes. Moralité, ce dicton normand que je vous laisse méditer, là où pigeon vole, le multicoque s'envole. Faites le point de vos révisions sur le 3615 FR3. Maths, physique, histoire, géo, des centaines de tests sur tout le programme. Pour réviser vite, 3615 FR3 avec 3615 Éduc. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans son corps. C'est boire Evian, l'eau équilibrée en calcium et en magnésium. Evian, l'équilibre est une force. Vendredi, Thalassa dénonce la pollution d'une multinationale américaine au Pérou. Mais ça n'arrive qu'ailleurs. Samedi, 4e épisode des aventures sentimentalo-conjugaux rocambolesques d'Édouard et ses filles. Dimanche, suspense sur le terrain d'Eurofoot 92 pour la rencontre au sommet Suède-Danemark. Lundi, piégé par un chantage au meurtre, Frank Sinatra reprend du service dans le contre-espionnage britannique. Vendredi, Thalassa, samedi, Édouard et ses filles, dimanche, Suède-Danemark, lundi, chantage au meurtre. La vie de tous les jours est exaltante, savoureuse et pleine de bonnes surprises. Du moins pour ceux qui savent s'y préparer à temps. Ainsi, les auditeurs de France Info prennent chaque jour tous les renseignements pratiques qui rendent le quotidien plus agréable. Où trouver un stage, un emploi. Comment payer moins d'impôts. Que faire devant la loi? Quand se vacciner contre la grippe? Quoi de neuf au cinéma? Que faire pour le week-end? C'est sans doute pour ça qu'ils vivent si bien leur époque. France Info pour gagner son temps.
Bonsoir à tous, c'est Alain Duhaut qui vous parle depuis Bruxelles, d'où je vais avoir l'honneur de commenter pour vous la finale du 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens. Bruxelles tenait beaucoup cette année au seuil de la grande aventure européenne, marquée dès le 1er janvier prochain par cette dynamique de libre-échange des biens, des services et de la culture, à se revendiquer capitale de l'Europe. Nous ne trancherons pas vis-à-vis de cette revendication en nous contentant simplement de rappeler qu'il existe une autre ville, Strasbourg, qui n'a peut-être pas moins de raison de prétendre à ce même statut. Mais ce soir, au-delà des langues et des intérêts divergents, c'est à une fête du cœur et de l'esprit que nous convient les 8 finalistes de ce tournoi Eurovision, réunis donc à Bruxelles, dont vous reconnaissez ici quelques-unes des images. La Grand Place, bien sûr, le bois de la Cambre ici, et puis vous allez voir encore le Parlement, les différentes statues, le métro, toutes ces vues que la radio-télévision belge a réunies en forme de bouquet pour vous inviter à découvrir cette capitale de la Belgique. Ici, vous reconnaissez des images célèbres dans le monde entier, celle de Tintin, et vous savez qu'Hergé, le père de Tintin, est une manière de héros national en Belgique. Quant à ce musée, le musée Victor Horta, il est entièrement dédié à cet art que cet architecte belge a inventé au début du siècle et qui s'est répandu dans l'Europe entière sous le nom d'Art Nouveau. Mais nous allons nous très bientôt quitter les rues de Bruxelles, quitter les rues et puis son opéra, ou bien encore ce bâtiment que vous allez voir apparaître bientôt, ce fameux atomium érigé pour l'exposition universelle de 1958 et qui représentait, et qui représente toujours d'ailleurs, une molécule de cristal de fer agrandie, tenez-vous bien, 165 milliards de fois, un monument qui continue toujours à attirer chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Mais je vous ai dit que nous allons quitter les rues pour pénétrer, voilà, nous y sommes, dans le cirque royal de Bruxelles, où va donc se dérouler dans quelques instants cette finale du 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens. Et pour ouvrir cette soirée, eh bien, l'Orchestre national de Belgique, sous la direction de son jeune directeur musical, Ronald Zolman, a choisi de se mettre à l'heure rossinienne. Vous savez que nous célébrons cette année le bicentenaire de la naissance de Rossini, le plus gai, le plus éternellement jeune de tous les compositeurs, ne serait-ce que parce que, né un 29 février, on ne lui célèbre son anniversaire que tous les 4 ans. C'est donc la fin de l'ouverture de la Cenerentola, à Cendrillon donc, que nous écoutons. En levée de rideau de cette soirée, je vous invite à écouter ces dernières mesures. Voilà, après les derniers accords de cette brillante ouverture de la Cenerentola de Rossini par l'Orchestre national de Belgique dirigé par Ronald Zolman, c'est maintenant la charmante présentatrice belge, Marie-France Desormes, qui a pris le pseudonyme pétillant de Soda que nous allons accueillir. C'est elle qui présente la soirée, et pour une fois dans un concours Eurovision en français, puisque nous sommes à Bruxelles, ville francophone. Je pense qu'elle va saluer d'abord, la voici. Elle va saluer d'abord une éminente personnalité qui préside la soirée, la princesse Paola, la belle-sœur du roi. Mais je laisse la parole à Soda. Madame, mesdames et messieurs, mevrouw, dames en heren, mijn damen und herren, ladies and gentlemen, signore et signori, benvenuti, willkommen, welcome, soyez les bienvenus. Nous allons vivre ensemble une soirée exceptionnelle, le 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens. Nous remercions son Altesse Royale, la princesse Paola, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Voilà, vous apercevez la princesse, applaudie par le public. Cette soirée est placée sous le patronage de Jean Dondelinger, commissaire aux communautés européennes. Ce tournoi, le 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens, est coproduit par 20 pays membres de l'UER, Union européenne de radiodiffusion, qui rassemble toutes les institutions de radiodiffusion-télévision du service public. Dans quelques instants, les 8 jeunes finalistes sélectionnés par un jury international, présidé par le chef d'orchestre argentin maître Carlos Paita, ces jeunes artistes joueront pour vous, accompagnés par l'Orchestre national de Belgique, placé sous la direction de son chef permanent, Ronald Zolman.
Un orchestre prestigieux qui a ouvert le bal il y a quelques minutes à peine en interprétant l'ouverture de l'opéra de Rossini, La Cenerentola, Cendrillon. Et si cette soirée était un conte de fées? Ce soir, la magie de la musique sera, et avant les 12 coups de minuit, nous connaîtrons les noms des 3 lauréats. Cette année, le tournoi revêt une importance particulière. D'abord, pour la première fois, il s'ouvre au pays de l'Est. Dès janvier 1993, l'UER accueillera toutes les institutions de radiodiffusion du service public des pays de l'Est. Mais nous anticipons, puisque, outre une jeune violoniste hongroise, nous accueillons, et il figure parmi les finalistes, donc vous l'entendrez ce soir, un jeune violoniste polonais. Cette année, nous célébrons aussi un anniversaire, puisque ce 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens marque les 10 ans de cette initiative franco-britannique qui se concrétisa pour la première fois il y a 10 ans à Manchester, en 1982. Il est d'usage, vous le savez, lorsqu'on est invité à un anniversaire, et c'est votre cas ce soir, d'apporter un cadeau. Mais la confiance que vous nous témoignez depuis 10 ans, et ce soir encore en étant présent dans cette salle et devant votre poste de télévision, nous suffira amplement. Depuis sa création, ce tournoi est organisé et produit régulièrement tous les 2 ans. Et après Manchester, Genève, Amsterdam, Copenhague, Vienne, Bruxelles et la RTBF sont heureuses d'accueillir ces jeunes candidats et de leur offrir ce tremplin. Ils étaient 16 candidats au départ, le jury en a retenu 8 que vous entendrez ce soir. Permettez-moi de vous présenter les membres de ce jury international, présidé par l'Argentin, le chef d'orchestre argentin, maître Carlos Paeta. Alors là, c'est pas Carlos Paeta, c'est Frédéric Lodéon que nous montre les caméras de la télévision belge. Et tout d'abord, le violoncelliste français, Frédéric Lodéon, a été applaudi à travers toute l'Europe, le Canada et les États-Unis. Il se consacre depuis peu à la direction d'orchestre. La violoniste Ursula Gorniak est née en Pologne, où elle a débuté ses études musicales. Elle est aujourd'hui concertmeister de l'orchestre symphonique de la Monnaie. Le pianiste et compositeur américain Noel Lee réside à Paris depuis 1948. Il a enregistré quelques 175 disques et compacts disques de piano, de musique de chambre, citant parmi son œuvre plus de 20 disques à 4 mains et à 2 pianos. Le violoniste belge Clemens Kottacker fut lauréat du concours Reine-Élisabeth de Belgique en 1955. Il est professeur au Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Pianiste originaire de Parme et de Sardaigne, c'est à Naples qu'Aldo Ciccolini a vu le jour. Après avoir remporté le concours Marguerite Long-Jacques Thibault, il connaît un succès foudroyant en France qui est devenu depuis lors sa terre d'adoption. Walter Buykens, le clarinettiste belge, poursuit une carrière de soliste et d'enseignant à travers le monde entier. Il est notamment professeur de clarinette au conservatoire d'Anvers, de Rotterdam et de Turin. Le président du jury, je vous l'annonçais, est l'Argentin maître Carlos Paeta, né à Buenos Aires. Il vit maintenant à Genève, mais il est connu du monde entier et du public belge en particulier, qui a pu l'applaudir de nombreuses fois. Il est tout aussi apprécié des discophiles pour ses nombreux enregistrements. Carole Dawn Reinhardt, la célèbre trompettiste américaine, est professeure à l'Académie de musique de Vienne. Elle est en quelque sorte la marraine de ce tournoi. Elle a en effet participé à la plupart des tournois Eurovision de jeunes musiciens depuis leur création en 1982. Arnold Barren est le coordinateur de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée qui, chaque année en période estivale, réunit une centaine de jeunes musiciens sélectionnés parmi les meilleurs élèves des grands conservatoires du bassin méditerranéen. Il représente au sein de ce jury l'expert non-instrumentiste du monde musical. Enfin, permettez-moi de vous présenter Franck Neve. Il a débuté à l'UR en 1959, depuis 1982. Il est responsable de la coordination et de l'administration des tournois Eurovision des jeunes musiciens et des jeunes danseurs. Depuis 1977, il est scrutateur du jury européen du concours Eurovision de la chanson. Mesdames et messieurs, les membres du jury de ce 6e tournoi Eurovision des jeunes musiciens.
Avant de vous présenter notre première finaliste, permettez-moi de vous donner quelques explications sur le fonctionnement de ce tournoi ouvert à tous les instruments. Nous avons demandé aux 16 candidats de proposer un répertoire de musique de chambre pour l'épreuve de demi-finale. À l'issue de cette épreuve, le jury a sélectionné 8 finalistes que vous entendrez ce soir dans un extrait d'une œuvre avec orchestre symphonique. Extrait d'une durée de 9 minutes maximum. Cette exigence nouvelle pour les candidats de prouver leur talent dans des disciplines aussi différentes que la musique de chambre et l'œuvre avec orchestre symphonique est inspirée de notre concours musical international, le concours Reine-Élisabeth de Belgique. Ils sont présents dans cette salle ce soir, mais ils n'ont pas été retenus parmi les 8 finalistes. C'étaient les 8 autres candidats. Je vous demande de les applaudir très fort. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer une mauvaise nouvelle pour nous. Notre candidate, la jeune pianiste Vanessa Wagner, sur laquelle nous fondions de grands espoirs, eh bien, a été éliminée en demi-finale, peut-être handicapée par le trac de participer pour la première fois à un grand concours international, et qui plus est en présence de la télévision. Nous sommes donc tristes pour elle. Voilà, de ce tournoi, vous savez à peu près tout, des candidats pratiquement rien. Alors découvrons tout de suite en images la première finaliste, la danoise Marie Rørbeck. Marie Rørbeck, en effet, qui est pianiste et qui représente, vient de vous le dire Soda, le Danemark, où elle est née le 4 octobre 1973. Elle a donc 18 ans. Si elle est devenue pianiste et suffisamment bonne pianiste pour accéder ce soir à la finale, c'est pourtant au violon qu'elle s'est initiée à la musique, on la voit ici, en voulant imiter sa grande sœur. Mais très vite, à l'âge de 6 ans, elle a commencé à prendre régulièrement des leçons de piano et dès 1983, à 10 ans, elle participait à sa première compétition. Elle a d'ailleurs depuis remporté de nombreux tournois au Danemark et elle a pris part au fameux Steinway Festival, tant au Danemark qu'en Allemagne. Elle va interpréter ce soir le 3e mouvement du 3e concerto pour piano et orchestre de Bartók, une œuvre qui lui a déjà porté chance en février dernier en lui permettant de remporter la finale de l'Union européenne de radiodiffusion. Marie Rørbeck, je le rappelle, a 18 ans. Elle représente le Danemark. Je crois que Soda va nous dire un petit mot sur elle en complément. Lorsque son emploi du temps le lui permet, Marie se précipite au théâtre ou au cinéma. Un de ses meilleurs souvenirs reste Amadeus de Miloš Forman, la somptuosité des costumes, la mise en scène chatoyante et surtout la musique présente dans tout ce que Marie fait. Ce soir, elle interprète pour vous le 3e mouvement du concerto numéro 3 pour piano et orchestre de Béla Bartók. Voilà, un tout petit mot pour situer l'œuvre que va jouer Marie Rørbeck. Il s'agit non seulement du dernier concerto pour piano de Bartók, mais même de son dernier ouvrage, écrit en 1945, quelques semaines avant sa mort, et d'ailleurs inachevé, puisque les 14 dernières mesures ont été orchestrées par son disciple Tibor Cherny. Et cet ultime allegro, comme toujours chez Bartók, est porté par une profonde vivacité rythmique. Marie Rørbeck.
C'était donc Marie Rohrbeck, 18 ans, candidate danoise, qui a interprété ce dernier mouvement du 3e concerto pour piano et orchestre de Bartók. Première concurrente, applaudie. En attendant les suivantes, et la suivante est d'ailleurs un suivant, puisque le second concurrent porte un nom célèbre, un nom d'ailleurs lourd à porter pour un pianiste, puisqu'il s'appelle Kempff, Frédéric Kempff, et il représente le Royaume-Uni. Il n'a d'ailleurs que très peu à voir avec le grand Wilhelm Kempff, sinon que son père est d'origine allemande et possède, semble-t-il, un cousinage éloigné avec le génie pianistique qu'était Wilhelm Kempff. Sa mère, elle, est d'origine japonaise et sa sœur étudie le violon à la fameuse école Yehudi Menuhin au nord-ouest de Londres. Frédéric Kempff, lui, est né le 14 octobre 1977 dans le Kent. Il a donc aujourd'hui 14 ans seulement. Il faut préciser qu'il joue remarquablement du piano, mais tout aussi bien du violon. Et à la Royal Academy of Music de Londres, où il a été admis, il suit simultanément des cours de ces deux instruments en même temps qu'il étudie la composition. Il a donné son premier récital à l'âge de 4 ans, a déjà interprété de nombreux concertos avec des orchestres différents, dont le premier à 8 ans avec le Royal Philharmonic Orchestra. Bref, il a tout du petit génie, mais il avoue aussi aimer beaucoup jouer du jazz, ce qui fera plaisir tout à l'heure à Stéphane Grappelli. Mais chut, je ne vais pas vous dévoiler la fin de la soirée. Nous allons donc écouter Frédéric Kempff. Frédéric, une journée de détente commence par un jogging le long de la mer, une balade en vélo en écoutant Mozart, Tchaïkovski, mais aussi Queen, et se termine par une sole grillée et une glace au chocolat, son dessert préféré. Ce soir, en guise de gourmandise, il joue un extrait de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Sergueï Rachmaninov. Oui, vous avez remarqué que Soda a rencontré chacun des concurrents et leur a fait exprimer quelques-unes de leurs petites passions secrètes qu'elle nous offre ainsi en introduction à l'arrivée de ces pianistes. C'est donc Frédéric Kempff qui va interpréter donc cette œuvre de la fin de la vie de Rachmaninov. Là encore, curieux, comme ces jeunes musiciens choisissent des ouvrages de la maturité des compositeurs qu'ils interprètent. Une œuvre créée le 7 novembre 1934 à Baltimore. Il s'agit d'un cycle de 24 variations sur le thème du 24e caprice pour violon de Paganini. Une manière pour Frédéric Kempff de faire se réunir ces deux instruments.
Bravo, bravo à Frédéric Kempf qui représente le Royaume-Uni, qui n'a, je le rappelle, que 14 ans, qui vient d'interpréter très brillamment des extraits de la fameuse Rhapsodie sur un thème de Paganini, de Rachmaninoff, que Rachmaninoff avait créé lui-même à Baltimore le 7 novembre 1934 sous la direction de Léopold Stokowski. On a pu remarquer à la fois la précision, la subtilité du jeu, la richesse des couleurs, l'énergie. Je crois véritablement que Frédéric Kempf est un candidat sérieux à la victoire finale. Après Frédéric Kempf, eh bien, nous accueillons à présent Helen Linden qui représente, elle, la Finlande et qui est, vous le voyez, violoncelliste. Elle est née le 12 juin 1973, ce qui fait qu'elle a encore 18 ans, mais qu'elle aura 19 ans vendredi prochain. Elle a débuté le violoncelle dès l'âge de 6 ans à Helsinki, à l'Institut de musique, avant d'entrer en 1987 à l'Académie Sibelius. Sibelius, le grand compositeur finlandais, bien sûr. Elle y a suivi l'enseignement des plus grands maîtres du violoncelle de son pays, mais elle a aussi bénéficié des cours de personnalités mondiales comme Michaelo Miser ou surtout János Starker. Elle s'est produite en soliste à plusieurs reprises, dont dès l'âge de 9 ans au concert pour enfants de l'orchestre symphonique de la radio finlandaise et l'année d'après au concert solennel donné à l'occasion de la journée de l'ONU. En 1984, à 11 ans, donc, elle a remporté le premier prix du concours de musique de chambre d'Espoo et en 1990, elle a été finaliste du concours de violoncelle des pays nordiques. Une petite précision, il y a quelques semaines, Hélène a reçu son Ylioppilaslaki. C'est un mot finnois qui désigne un chapeau blanc que les étudiants reçoivent à la fin de leur cycle secondaire. Hélène a vécu ça comme un soulagement, elle va enfin pouvoir se consacrer entièrement à ses études musicales. Elle joue pour vous ce soir le premier mouvement du concerto numéro 2 en mi mineur pour violoncelle et orchestre d'Édouard Elgar. Oui, là encore un très beau concerto, une très belle œuvre et une œuvre de maturité puisque c'est la dernière grande œuvre du compositeur anglais. Elle a été créée le 26 octobre 1919 à Londres sous la direction d'Édouard Elgar. C'est une œuvre magnifique qui fut illustrée entre autres par la regrettée Jacqueline Dupré qui était inoubliable. L'œuvre, vous allez l'entendre, s'ouvre par un bref récitatif du violoncelle qui donne tout de suite le sentiment de la manière dont la violoncelliste prend son instrument. Et ce bref récitatif est suivi aussitôt par le thème initial très caressant. Mais écoutez, Helen Linden, elle est très belle dans sa robe éclatante, rouge vermillon. Elle représente, je vous le rappelle, la Finlande. Le moment qui tend les nerfs en même temps qu'il tend les cordes de l'accord du violoncelle. C'est aussi, pour l'instrumentiste, un moment de concentration, vous imaginez, sur de frêles épaules, cette concentration, mais voici le début de ce très beau concerto pour violoncelle d'Elgar, Helen Linden.